à tous, bienvenue sur le plateau du Media Lab pour ce nouveau numéro du T'as vu, le magazine hebdomadaire qui vous est présenté par les Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au programme de l'émission aujourd'hui, l'arrivée du paiement par carte bancaire dans les églises, une visite insolite du musée d'histoire naturelle de Lille, le portrait d'un champion du monde original et on finira par notre agenda culturel du week-end. C'est un constat unanime, de moins en moins de Français ont de monnaie liquide dans leur porte-monnaie. La carte bleue se démocratise progressivement depuis plusieurs années et les commerçants adoptent le paiement sans contact progressivement. De nouvelles institutions s'y mettent également, à l'image des églises. L'objectif est de moderniser leur image et d'assurer la quête. Un reportage d'Antoine Vietlicki et d'Armand Lavenne. Plus d'excuses pour ne pas faire de dons lors de la quête. Depuis cette année, dans la cathédrale de la Treille et la majorité des paroisses lilloises, des bornes de paiement par carte bancaire sont installées pour pouvoir donner. Une initiative qui surfe sur un premier test réussi. Alors en fait, on l'a lancé au moment de Pentecôte 2018, au moment des confirmations au Grand Palais. Ça a été du coup un lancement grandeur nature. Habituellement, on le lance dans une ou deux paroisses, test pour voir ce que ça donne. Là, on a profité de l'événement au Grand Palais. Donc on avait mis 43 bornes. Et ça a eu un très grand succès puisqu'on a vu que plusieurs personnes ont donné. Et à la fin de la messe, il y a des curés qui sont venus me voir en disant « Bon, j'en veux une, tu m'en réserves une ». Donc voilà, j'ai su que l'essai était réussi et qu'on pouvait le transformer et mettre des bornes à disposition dans les paroisses. Mais heureusement, cet outil technologique demandé par les paroissiens n'est qu'un complément de la quête traditionnelle. Ça ne remplacera pas, en tout cas aujourd'hui, la quête traditionnelle. On continue de garder le panier qui passe, mais c'est vraiment pour répondre à la demande de ceux qui n'ont plus leur monnaie. Puis on ne voudrait pas qu'ils soient frustrés et tristes de ne pouvoir participer à la quête. Donc on leur offre le moyen de sortir leur carte bancaire. Puis ça marche bien, puisque le don moyen avoisine les 7 €. Alors que sinon, on est plutôt autour de 1 €, 1,50 € quand on n'a pas des petites pièces en cuivre. Aujourd'hui, c'est vraiment un complément, c'est pour apporter ce qui est demandé par les paroissiens, mais ce n'est pas fait pour remplacer. Et puis, on ne veut pas non plus heurter les personnes qui ont l'habitude de faire ça, pour qui ça a vraiment un sens aussi dans la liturgie, il ne faut pas l'oublier. Donc, mettre une nouveauté en place, ça n'est en aucun cas heurter les habitudes et les gens qui font autrement. Certains paroissiens s'en réjouiront, mais tous ne voient pas l'arrivée de ces bornes d'un bon œil. Emmanuel est contre la technologie dans les églises. Ça m'a choquée parce que je fréquente bien beaucoup les églises. C'est la première fois que je vois ça, c'est la première chose que j'ai vue en rentrant tout à l'heure. Et tout ce qui est nouvelle technologie dans les églises, moi je suis complètement contre. Il faudrait éteindre les téléphones portables quand on est dans l'église, les mettre au moins sur mode avion. Et donc non, pour moi, ça n'a pas de sens et c'est lamentable. Partisans ou détracteurs, le nombre de paroisses détentrices d'une borne par paiement avec carte bancaire progresse. Elles sont 30 nouvelles depuis juin. Pascal Sûr nous parle même d'une dizaine de nouvelles commandes passées. Depuis qu'elles ont été installées, elles ont déjà rapporté 11 000 € de dons. Antoine nous a rejoint sur le plateau pour nous en dire plus sur le sujet. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors déjà, pourquoi tout simplement les églises ont mis en place ce concept ? Ça part d'un fait simple, c'est, vous l'avez dit au départ, avant le reportage, qu'on a de moins en moins de monnaie. Donc la carte bancaire prend plus le pas sur l'argent liquide, et l'argent liquide qui est peut-être même voué à disparaître. Et donc les paroissiens devaient faire le fond de poche à chaque fois, et ça devenait de plus en plus compliqué pour tout le monde. D'où le fait d'introduire la carte bancaire à l'église. Et du coup, est-ce que ça fidélise plus au final dans les églises ? C'est venu directement des paroissiens ou des... C'est un peu, oui, c'est les paroissiens, notamment à Lille, c'est ce que dit Pascal Sûr. Donc c'est les paroissiens aussi qui lui ont demandé, c'est un peu d'un commun accord. Donc ça rend service à l'église et aussi aux paroissiens, donc c'est tout bénéf pour l'église. Et dans le reportage, vous insistez surtout sur la quête, les bénéfices de cette initiative sur la quête. Est-ce que du coup, ça va être exclusivement réservé à la quête ou pour les investissements de l'Église ? Non, justement, donc c'est ça qui est un peu en plus. Donc oui, il y a bien sûr la quête, même si on garde le panier, comme le dit Pascal Sûr, on peut donner la quête par carte bancaire, mais il y a aussi les autres choses qu'on peut acheter entre guillemets dans les églises. Donc quand on veut mettre une bougie, un cierge, donc on peut régler par carte bancaire aussi, il n'y a plus besoin d'avoir d'espèces forcément, et même pour les deniers. Donc en plus, il n'y a pas de minimum. C'est toujours pareil, chacun donne ce qu'il veut.
Et dernière question, vous êtes concentré sur le diocèse de Lille, évidemment. Ça va se développer ou ça va rester plutôt C'est déjà assez bien développé. Ça a commencé en début d'année 2018, à Paris notamment, avec le diocèse de Paris et pas mal d'églises qui ont adopté justement la carte bancaire dans l'église. Et ça a touché de plus en plus les grands diocèses de France, en fait. Donc il y a Reims, Rennes, Nice, c'est vraiment... Presque tous les diocèses de France, les grands diocèses et les grandes villes ont adopté la carte bancaire dans leur propre église. Donc c'est amené à se développer encore plus et à se faire connaître. Oui, forcément. Merci Antoine pour ces précisions. On passe à notre second sujet et mercredi dernier, une visite axée sur l'ornithologie était organisée au musée d'histoire naturelle de Lille pour les étudiants de l'Université catholique de Lille. Une visite insolite donc autour des thématiques de l'environnement et des oiseaux. Valentin Delepaul et Clara Lefebvre-Manon sont allés sur place. Le 7 novembre dernier, la direction culture de l'Université de Lille organisait une visite ornithologique au musée d'histoire naturelle de Lille. Cette visite a lieu dans le cadre de visites insolites et de sorties culturelles de l'année mises en place par l'Université de Lille et gratuites pour les étudiants. La thématique traitée concerne l'environnement et les oiseaux. Les oiseaux, c'est un peu un moyen d'aborder un peu toutes ces thématiques liées à l'environnement, qui sont quand même des thématiques en pleine actualité. Et puis c'est un prisme, j'ai envie de dire, qui est facilement déclinable dans différentes formes d'art. C'est une thématique, c'est un fil rouge pour ponctuer l'ensemble de ce semestre culturel. Les étudiants ont pu découvrir les différentes espèces d'oiseaux dans la région. Ce type de visite insolite permet aux élèves de s'informer de manière originale et de développer leur culture. Dans ce type de visite, en fait, ce qui est passionnant, c'est d'essayer justement d'aborder la visite d'un angle différent, en fait, de voir le musée d'histoire naturelle d'un angle différent, via un prisme, là en l'occurrence ça sera via les oiseaux. Ça participe un peu à notre mission d'ouverture d'esprit culturel, je pense, pour les étudiants. Pour moi la culture est un vrai pilier un peu de l'étudiant en fait, avec la formation et la recherche. Je pense que la culture, ça offre vraiment une possibilité d'ouverture d'esprit. Ils peuvent aussi s'appuyer dans le cadre de leurs cours ou de leurs recherches sur ce qu'ils découvrent au niveau culturel. Des thématiques sont proposées sur le campus de l'université. Actuellement, cela est axé sur les questions autour de l'environnement. Par le prisme des oiseaux, on sensibilise les étudiants sur cette cause. C'est un révélateur de la bonne santé de la planète, bien souvent de l'état de pollution actuel. Puis ils ont un rôle fondamental dans la chaîne, dans toute la biodiversité en fait. Ils ont leur rôle primordial à jouer. Donc c'est vrai que quand on voit de moins en moins d'oiseaux ou des espèces qui disparaissent, c'est souvent révélateur de quelque chose d'assez inquiétant. Un spécialiste des oiseaux de la région explique aux élèves les types d'oiseaux qu'on peut trouver dans la région. Avec le temps, l'environnement a eu un impact sur les oiseaux. L'intérêt de cette collection d'oiseaux qu'on va donc découvrir ensemble, c'est qu'elle date déjà d'un certain temps, comme vous le voyez sur la plaque au-dessus, du 19e. Et on voit des choses assez étonnantes, des espèces qui ont été capturées, observées sur l'île, qu'on ne voit plus aujourd'hui, et d'autres qui n'y sont pas. On voit aussi au niveau de la systématique de la classification des oiseaux qu'il y a eu des grosses évolutions. C'est vraiment intéressant. Avec le temps, c'est une collection qui prend de la valeur. Leur observation nous apprend beaucoup de choses sur l'état de l'environnement, justement. On perçoit bien, on parle beaucoup de changement climatique. Il y a encore des sceptiques, il y en a de moins en moins. Les observateurs d'oiseaux ne le sont plus depuis longtemps, dans la mesure où on voit effectivement arriver des oiseaux méridionaux, voire même d'autres espèces d'insectes par exemple. Donc voilà, ça reflète bien, ça donne un bon cliché de l'état actuel de l'environnement. D'autres sorties insolites et culturelles sont prévues pour les étudiants de l'Université de Lille. Vous êtes toujours en direct sur la page Facebook du Media Lab pour suivre le nouveau numéro du magazine T'as vu des Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Valentin nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Valentin. Bonjour Victoire. Alors après qu'on ait visionné votre reportage, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ils ont mis en place ce type de visite ? Alors en fait, la direction culture de l'Université de Lille propose à leurs étudiants un cycle insolite de visites culturelles. C'est à peu près tous les 9 jours. Donc des thématiques sont proposées. Ici en l'occurrence, c'est l'environnement. Pourquoi ? Parce que Lille est l'une des villes les plus polluées en France. Du coup, à travers le prisme des oiseaux, ils ont essayé de sensibiliser les étudiants
sur l'environnement. Donc cette sortie au musée Histoire naturelle de Lille avait donc pour but une médiation spécialement sur les oiseaux. Donc ça peut être tous les étudiants, peut-être du collège, lycée, études supérieures. Ça reste ouvert à tous. D'accord, très bien. Et comment elle s'est déroulée votre visite tout simplement? Parce que vous avez vraiment suivi le parcours avec le guide. Alors, un spécialiste des oiseaux, Vincent Gaverio, s'est appuyé donc sur les différents oiseaux empaillés qu'on peut voir donc dans le musée d'histoire naturelle de Lille. Il a expliqué les différents types d'oiseaux qu'on peut trouver dans la région. Et puis, justement, les étudiants ont donc découvert le milieu des oiseaux et de l'environnement à travers le prisme de ce musée. Donc, c'est assez régional en plus. C'est vrai qu'on met en avant la biodiversité de la région pour sensibiliser, pour en apprendre plus, peut-être pour suivre son évolution aussi, c'est ça? Exactement. Et est-ce que d'autres visites plutôt insolites, on va le dire, sont prévues, puisque vous avez dit que c'était un cycle, que ça se déroulait tous les 9 jours? C'est ça. Alors même ce vendredi, une sortie à Paris au musée de la préfecture de police a lieu. Donc il s'agira d'une reconstitution d'une scène de crime par la police. Par la suite, dans l'après-midi, les étudiants vont déambuler dans les rues de Paris sur les lieux historiques de crime. Puis par la suite, une autre sortie est prévue sur la muséographie, ce qui est un montage d'exposition avec le musée de Mouba à Tourcoing. Et en janvier, une sortie à Wany pour voir l'histoire minière est également au programme. Donc les thématiques sont vraiment très variées. Passer de la criminologie aux oiseaux, ça change un peu. Et puis en plus, on bouge, puisqu'on va à Paris, visiblement. Exactement. Eh bien, on vous motive donc à participer à ces visites insolites. C'est notre portrait de la semaine. Brice Marteau a remporté le championnat plutôt original, celui du bartender, ou plutôt barman tout simplement. Charlie Créteur et Caroline Delattre sont partis à sa rencontre. Le 23 juillet dernier, Brice Marteau est devenu champion de France du Bartender Contest. Une victoire synonyme de 2e étoile pour le Dorji, un bar situé dans le Vieux-Lille. Nous avons donc rencontré ce jeune nordiste qui a gagné ce concours consacré au whisky américain. Bonjour Brice. Bonjour. Alors tu es barman, bartender ou les deux? Quelle est la différence entre ces différents métiers? Alors entre barman et bartender, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste des mots qui représentent exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a aussi mixologue qui rentre dans le milieu depuis un petit bout de temps, mais ça ne dit pas grand-chose de plus. C'est le même métier, on est derrière le comptoir et on a la même passion. Et quelle est la différence entre les bartenders qui font des jongles et ceux qui participent à la construction entre guillemets de cocktails? Alors c'est deux métiers vraiment différents. Le flair, c'est plus un métier de show à proprement dit, et où vous êtes jugé sur vraiment tout le show, sur le jonglage en lui-même. Donc c'est moins sur la création des cocktails et l'équilibre des saveurs et tout ce qui peut venir avec. Parle-nous un peu de ton parcours. Comment t'es-tu retrouvé dans ce bar au Dorji dans le Vieux-Lille? Comment es-tu arrivé à participer à ce concours également? Alors j'ai commencé par faire des études de restauration avant de me lancer dans l'univers du bar, et puis j'ai fait plusieurs endroits, plutôt des établissements de luxe avant de démarrer ici. C'est ici que la créativité est au plus haut niveau sur l'île du moins, donc c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre l'équipe, et ça fait 2 ans maintenant que je suis ici, et donc j'ai décidé de me lancer dans les concours en même temps que de rejoindre cette équipe. Alors en quoi le fait d'avoir gagné cette 2e étoile pour le Dorji a changé le regard sur vous ou également sur le bar? C'est toujours, ça met toujours en valeur le bar d'être reconnu du moins dans le milieu, donc même vis-à-vis des clients, c'est toujours une bonne communication, et puis ça prouve encore une fois qu'on continue à faire attention à la qualité des cocktails et d'essayer de pousser le niveau du dandy au maximum. Et quelle est ta spécificité en termes de cocktails? Quel est ton domaine de prédilection? Les whisky américains, du coup, j'aurais envie de dire. Sinon, non, à part le whisky j'ai pu apprendre aux côtés de mon père déjà il y a un petit bout de temps. Sinon, un petit peu tout. On apprend aussi dans le monde du bar à s'ouvrir à tout ce qui existe, et même aux ingrédients, pas uniquement aux alcools. Donc j'ai pas vraiment de spécialité sur des ingrédients, sur des alcools. J'essaye d'être spécialisé dans le maximum de choses. Alors, y a-t-il un concours que tu essayes de viser prochainement en dehors du Bartender Contest? Oui, il y a l'Award Class, ça s'appelle. C'est le plus gros concours qui existe au monde, avec énormément de pays. Si je ne me trompe pas, il y a 57 pays qui s'affrontent en finale monde, et c'est vraiment le concours le plus réputé dans le milieu, et qui est très compliqué, avec beaucoup d'épreuves, que ce soit rapidité, création, et un jury international de malade mental. Donc je l'ai déjà tenté cette année, j'étais en finale France. C'était pas pour moi cette année, mais du coup l'année prochaine,
avec envie. Et participeras-tu à la prochaine édition du Bartender Contest? Ah bah du coup je serai jury l'année prochaine, donc je participerai, mais de l'autre côté du bar, ce qui est aussi une bonne expérience, et puis on verra bien ce que ça donne à ce moment-là, mais du coup non, on va dire que je vais plus représenter la compétition en tant que jury l'année prochaine que retenter en tant que candidat. Merci beaucoup Brice. Avec plaisir. Caroline et Charlie nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Caroline, on vous retrouvera juste après pour notre agenda culturel. Exactement. Mais avant, on va donc revenir sur votre reportage. Alors Charlie, comment s'est déroulé le concours globalement pour Brice? Alors il faut savoir qu'ils sont dans un lieu pendant 4 jours avec d'autres candidats. Brice était le seul nordiste qui participait à ce concours. Et ça ressemblait un peu à ce que l'on peut voir à la télé avec des célèbres émissions culinaires dont je ne citerai pas le nom. Et du coup, il a remporté le concours avec son célèbre cocktail qui s'appelle le Sunday Mood, à base de vermouth, de noix de muscat et d'autres huiles essentielles. C'est ce qui lui a permis de gagner le concours. Donc c'était ouvert en plus à l'échelle nationale et ils en ont retenu 4. C'est quand même très, très sélectif. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vise désormais? Quels sont ses projets? Peut-être une 3e étoile? On l'a entendu dans votre reportage, il a beaucoup de projets à venir en tout cas. Alors en fait, il y a un autre barman qui a intégré l'équipe du Dandy. Et donc du coup, je pense que pour passer le flambeau, ce sera certainement ce prochain barman. Parce que en fait, Brice a gagné la 2e étoile, mais la 1re étoile a été gagnée par le gérant du Dandy qui est Hubert, qui s'appelle Hubert et qui avait gagné justement la 1re édition de ce concours. D'accord, donc oui, c'est un fidèle au rendez-vous. Et alors, comment vous l'avez rencontré, vous deux, tout simplement, Brice? Comment vous êtes allé à sa rencontre? Qu'est-ce qui vous a interpellé pour aller faire son portrait? Eh bien, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où on voyait qu'il partageait énormément de choses, beaucoup de photos de cocktails, etc. Et on a vu par le biais d'articles, très peu d'articles d'ailleurs, qui mettaient en avant le fait qu'il a gagné le 23 juillet dernier ce championnat de France de Bartender Contest. Il n'était pas encore assez médiatisé. Quoi, oui. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire un portrait sur lui. Et puis ce qui nous a fait tilter, c'est qu'il a gagné ce concours au même moment où justement l'équipe de France de football avait gagné la Coupe du Monde en plus. Ce qui est un petit peu caché du coup, une sa deuxième victoire. Étoile comme les deux. C'est beau. Du coup, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux. C'est ça même sur sa page Facebook? Sa page Facebook, Instagram. Twitter, il est un peu partout. Eh bien, comme nous, en tout cas, n'hésitez pas à suivre ce direct sur la page Facebook du Media Lab. On va finir avec notre agenda culturel pour le week-end, avec donc Caroline. Et d'abord, un week-end marqué par le retour d'un grand salon culinaire à Lille. Oui, ça s'appelle Envie culinaire. C'est donc du 8 au 11 novembre, donc ce week-end, au Grand Palais. Il y a plus de 100 exposants, que ce soit des produits frais, des produits d'épicerie fine, des vins, des bières, des champagnes. Il y a vraiment un peu de tout. C'est vraiment pour se faire plaisir. Et puis, le petit bonus, c'est qu'il y a des grands chefs qui vont venir nous donner des idées de recettes pour les fêtes de Noël. Et d'ailleurs, un barman aussi qui a remporté, Victor Delbar, il sera présent aussi au salon. Pas mal d'animations. Oui, sont prévues. Pour les amateurs de musique, de quoi se replonger dans les années 80 samedi soir. C'est ça, c'est The Last Night DJ Saved My Life, c'est un titre qui est assez connu et c'est la 2e version. Donc là, cette fois-ci, ce sera 70, 80, 90, donc c'est assez large. Ouais, c'est un peu large. Ça permet à tout le monde de s'y retrouver. C'est à Saint-Sauveur demain, de 16h jusqu'à 1h du matin. Et donc il y aura 2 DJ, c'est Louise Bichard et un duo qui s'appelle Too Many Cards. Et en plus de ça, il y aura dès 16h, parce que ça ouvre à partir de 16h, un stand de vintage. Très bien. Le Palais des Beaux-Arts, lui, remixe ses œuvres incontournables dimanche. Ouais. C'est quelque chose qui est assez novateur. On n'en entend pas parler souvent et pourtant c'est déjà la 6e édition. Alors ça se passe au Palais des Beaux-Arts et donc ça permet de consacrer un petit clin d'œil aux nouvelles formes d'art et de médiation culturelle. Ça met en avant les gens qui sont pros, amateurs, codeurs, graphistes, etc., sous des formes d'art plutôt numériques, plutôt incitatives, qui mettent vraiment le spectateur à l'intérieur de l'œuvre. Et donc ça se passe tout ce week-end au Palais des Beaux-Arts. Plutôt original en plus, c'est vrai que ça peut amener de nouveaux spectateurs ou d'aimer à nouveau le... Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les musées, c'est plutôt interactif et même pour les enfants, c'est plutôt intéressant. C'est ça. Et enfin, un grand nom de l'électro débarque pour une soirée à Lille également. Exactement, c'est Étienne de Crécy, c'est un DJ électronique vraiment emblématique.
Il est au magazine donc à partir de minuit le 10 novembre et ça promet d'être très très complet puisqu'il a vraiment depuis 20 ans une carrière phénoménale. Donc c'est vraiment un événement à pas rater dans la métropole. Oui, je crois que c'est déjà bien rempli. Il y a pas mal de fidèles qui vont aller au rendez-vous. Merci Caroline. Donc n'hésitez pas à prendre bien en note tous ces rendez-vous culturels du week-end. C'est la fin de notre émission T'as vu, qui était donc en direct cette fois-ci pour la première fois. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité de l'émission sur la page Facebook du Media Lab. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous.